condamne avec véhémence la campagne séditieuse concoctée dans des officines rétrogrades, mieux connues, mieux identifiées, bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but d'opposer nos militaires les uns aux autres. Débité par des personnes lâches, mues uniquement par la négation des valeurs apolitiques, républicaines et nationales qui sous-tendent les forces armées. Ces inepties irréfléchies visent à déstabiliser la République démocratique du Congo, oubliant que apolitique, nationale et républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo forment un tout inséparable, un maillon indissoluble, un corps bien huilé, tout dévoué à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Dès lors, il est superfétatoire de croire et d'admettre qu'un seul officier intellectuel nationaliste, pétri de qualités morales, un citoyen plus que d'autres citoyens, choisissent, tout en reconnaissant les difficultés de la République démocratique du Congo, de les porter sur la place publique, tombant de ce fait dans l'indiscipline et dans la violation de consignes telles qu'a tenu à nous rappeler le chef d'état-major général de nos forces armées lors de sa consigne morale du 28 octobre à la parade militaire du camp Kokolo. À cet effet, les forces armées tiennent à préciser que pour leur fonctionnement harmonieux, elles reçoivent diverses allocations financières, logistiques, techniques et structurelles, adaptées et conséquentes en vue des succès des opérations au travers d'une gestion transparente des ressources humaines et matérielles, débloquées continuellement de manière ininterrompue en fonction des contingences sécuritaires et des besoins stratégiques exprimés par l'état-major général sous l'égide du chef de l'État, commandant suprême. Ciment de l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérés, équipés de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. La prise en charge des blessés de guerre et des invalides, de même que les charges sociales des militaires, constituent une préoccupation quotidienne du chef de l'État qui y consacre des efforts louables, matérialisés sur la construction des écoles et des logements, l'acquisition et l'installation des équipements de dernière génération dans les formations médicales militaires à travers notre pays. C'est ainsi que 275 blessés de guerre invalides, bénéficiaires d'une formation valorisante, rendent déjà d'énormes services à la nation à travers la fabrication des chaussures, la confection des tenues et la réparation des équipements et des infrastructures. Ainsi donc, la solde de militaires, mais aussi diverses primes, étant des dépenses de souveraineté, sont décaissées au prorata des recettes publiques de l'État sans qu'il soit nécessaire de le porter sur la place publique. À ces sujets, certes, les dépenses des services publics sont une priorité absolue pour l'État, mais certaines difficultés résultant de la Covid-19 et de l'environnement international peu favorable à l'amélioration des activités économiques et financières empêchent parfois les décaissements, notamment des frais de fonctionnement. Précisément, au sujet de la rémunération, la bancarisation de la paie des militaires dédiés est décidée dans le cadre de la réforme de notre outil de défense a montré toute son efficacité et depuis, il s'observe avec satisfaction que les militaires en opération, tout comme ceux en cantonnement, perçoivent allègrement leurs soldes de divers avantages pécuniaires auprès des banques agréées établies sur l'ensemble du territoire national.
En ce qui concerne les recrues, elles ne sont pas rémunérées, mais perçoivent une pécule en attendant leur mécanisation par la fonction publique. L'opération d'enregistrement en vue de leur mécanisation est en cours à travers les centres d'instruction disséminés à travers notre pays. Les auteurs de l'appel à la révolte des militaires dans les réseaux sociaux doivent savoir que leur brouhaha ne passera pas, qu'ils œuvrent au contraire à la solidification et au renforcement des liens entre vaillants combattants de forces armées dont le succès militaire, les revers infligés hors la loi à l'est du pays et partout ailleurs, résultent de la combinaison de la combativité de nos militaires avec l'utilisation judicieuse d'un équipement militaire à la hauteur de la 8e meilleure armée d'Afrique. Les avions de chasse, les avions de transport, les hélicoptères de combat, ainsi que les vecteurs pour évacuation sanitaire améliorent victorieusement les performances des forces armées dans la rééradication des violences et dans la neutralisation des groupes armés. Bien plus, dotés 2 fois l'an en uniforme, bottines et autres effets militaires individuels et collectifs, nos militaires sont bien vêtus et évoluent de manière satisfaisante dans un environnement professionnel en perpétuelle rénovation qui confère à nos forces armées une autonomie stratégique plurielle car ces vecteurs utilisent le carburant et divers produits pétroliers mis à notre disposition par l'État via les entreprises pétrolières. Il est tout aussi inconvenant de soutenir, sans l'étayer, que les officiers récemment nommés dans la nouvelle mise en place au sein des forces armées n'ont pas reçu des frais d'installation, tout comme d'autres ne sont pas encore entrés en possession de leur véhicule. Une telle affirmation dénuée de tout fondement est un ici de mensonge car les faits prouvent le contraire. En effet, le contribuable congolais a attribué à chaque officier nouvellement affecté des frais d'installation avant sa prise en fonction, tout comme les officiers généraux ont reçu leur véhicule bien visible à travers le pays. En ce moment, un autre lot important de véhicules se trouve à Matadi en attente des formalités douanières que le ministère des Finances, déjà instruit, aura la promptitude de décaisser le fonds y afférent. La thèse, donc, selon laquelle les véhicules n'auraient pas été remis n'émane nullement des généraux qui savent et attendent patiemment leur dotation. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense, qui a exigé la construction d'un nouveau quartier général de forces armées, devienne un sujet de controverse. La vétusté du bâtiment. Nous vous recevons aussi à l'état-major général. Les uns vous ont déjà dit, nous ne sommes plus ici, nous avons été chassés. Nous sommes à l'état-major général, dans cette salle de réunion, la célèbre salle de réunion de l'état-major général. Donc la vétusté du bâtiment actuel, abritant le quartier général des forces armées, ainsi que le nombre de plus en plus important des cadres militaires œuvrant à l'état-major général, militent en faveur d'un nouveau quartier général. C'est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir le FARDC doté d'un grand quartier général digne de ce nom. En 2009 déjà, l'état-major général avait reçu une mission de rechercher, localiser et proposer un site pour construire un nouveau grand quartier général en bureau du Mungaliema, site présidentiel. En 2014 également, le DAIPN, le terrain CPA et le plateau de Bateke avaient été retenus puis rejetés par la commission ad hoc créée à cette fin. Dans la même feuille de route de la réforme de notre armée, figurait en bonne place la construction de nouvelles infrastructures pour les forces navales, les forces aériennes, le service de communication et d'information des forces armées, le service d'action sociale et le corps de santé de nos forces armées. Déplacé aujourd'hui, le quartier général de l'état-major général des forces armées découle d'une planification bien ordonnée
et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Face à cette campagne séditieuse, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent tous nos vaillants combattants à demeurer unis, disciplinés comme toujours, vigilants et derrière le commandant suprême. Nationalistes et républicains, les militaires congolais ne doivent se laisser ni influencer, ni entraîner dans des polémiques qui n'ont aucun rapport avec nos missions constitutionnelles. Mère des armées, la discipline impose aux militaires de n'exécuter que les ordres émanant de leur hiérarchie. Ils doivent soumission et loyauté aux institutions légalement établies, car c'est le sens même de notre serment, à savoir ne jamais trahir le Congo. Pour terminer, il impose de relever que l'armée est considérée dans le monde entier comme la grande muette. Pourquoi en serait-il autrement? En serait-il autrement? Est nécessaire que dans notre pays, toutes les activités de nos forces armées soient mises sur la place publique. À cet effet, nous lançons un appel en direction des opérateurs politiques de tous bords à s'abstenir d'épiloguer sur les forces armées et d'adresser des invectives au commandement des forces armées. Cet appel vaut un réel avertissement car l'armée est apolitique. Je vous remercie. De l'ambition de notre armée, mais également le potentiel militaire du pays. En 2009, nous nous sommes retrouvés en dehors d'ici. J'ai cité les sites sur lesquels nous avons été, CPA, Nsele, Daipen, et ainsi de suite. Nous n'avions pas trouvé un endroit approprié. La même démarche a repris en 2014. Nous avons visité 9 sites, et sur ces sites, nous avions trouvé qu'il fallait approfondir les études de manière à aboutir à retenir un seul endroit où serait donc érigé le grand quartier général de nos forces armées. Et donc aujourd'hui, vous dire que nous avons retenu tel site immédiatement serait aller à l'encontre des principes même de sincérité et de sécurité de l'armée. Mais d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, vous verrez des travaux, vous verrez sortir des terres à un endroit précis, les nouveaux quartiers des forces armées, le nouveau grand quartier général de nos forces armées, dans la périphérie de Kinshasa. Excusez-moi de ne pas vous dire à tel endroit, parce que tout ce qui est militaire, site, est jusqu'à nouvel ordre considéré comme des secrets. Donc, ça va se faire et je vous conduirai, au début des travaux, je vous conduirai sur ce site afin que vous voyez comment ça a commencé. L'ACP me demande si on connaît les auteurs de ces inepties et qu'est-ce que nous comptons faire au niveau des forces armées. L'attitude première des forces armées, c'est de dénoncer ce qui est dit dans les réseaux, parce que vous savez que les réseaux sociaux, généralement en dehors de ceux qui sont dans cette salle, qui font ce travail de qualité, les médias en ligne, ils sont connus, ils sont auteurs de leurs actes, ils sont auteurs de leurs textes, ils le signent. Donc ils respectent l'éthique et la déontologie de force, du métier de communication. Nous avons tous, j'ai ma carte de l'UPC, de l'UNPC ici. J'ai ma carte, j'ai mon numéro. Tout ce que j'écris, tout ce que je fais, c'est en fonction de l'éthique et de la déontologie du code de bonne conduite. Ajoutez à cela le règlement militaire qui régit mon comportement professionnel. Et alors, les gens qui, en dehors des médias en ligne connus, des gens sérieux qui font leur travail, les autres là, qui ouvrent chaque matin un appareil et mettent n'importe quoi, un fourre-tout, une poubelle publique, ces gens-là ont-ils crédit pour être une source d'information que les médias sérieux que vous êtes puissent considérer comme une source viable? Si c'est la négation, la réponse est négative, comment leur faire confiance à
du bruit destiné à négliger ou à nier les faits probants. Mais il est certain que d'autres sont connus, j'ai même dit, dans des officines connues et bientôt détruites. Oui, ça va se faire, vous serez informés en temps utile, et nous ne pouvons pas vous dire c'est telle personne parce que c'est un travail d'enquête qui continue, et vous savez, dans la cybercriminalité, la recherche prend du temps, mais nous y arriverons. Les mesures, quand ces gens auront été identifiés tous, ils seront neutralisés, et les tribunaux compétents, les organes compétents, seront saisis afin que justice soit rendue. Objectif Info CD. Ce genre d'invective date depuis longtemps, et cette réaction n'est-elle pas tardive? Non, ce n'est pas tardif. Dans la mesure où, quand quelque chose commence, nous ne sommes pas venus pour réagir à cela. Nous communiquons toujours de la même manière, estimant que vous, médias partenaires, qui êtes le relais, vous allez nous aider à faire ce travail de manière à ce que l'opinion comprenne que ceux qui le font, leur objectif, c'est salir l'armée, mais également déstabiliser le pays. Alors, la réaction d'aujourd'hui, qui n'en est pas une, est une action destinée à vous faire comprendre, vous les médias, vous qui créez l'opinion, vous faire comprendre qu'on est dans un processus où, désormais, une telle affirmation, une telle attitude, une telle prise de position aura des conséquences immédiates. Et ça va se faire. Quatrième question. Le contexte de délocalisation peut être considéré comme politique au regard de la situation du moment. Je voudrais donner à notre compatriote une précision. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes des militaires. L'armée agit en fonction des principes, l'armée agit en fonction des données statistiques et stables. Je vous ai dit, j'ai situé l'événement dans le contexte. La réforme de votre armée, j'espère que vous connaissez depuis quel an elle a commencé, c'est en 2009. À ce moment-là déjà, il était dit, ce bâtiment est vétuste. Aujourd'hui, le nombre d'officiers affectés ici dépasse ce qui était prévu à l'époque. N'oubliez pas, la force publique a travaillé dans ces bâtiments. On avait droit à 80 officiers. Mais aujourd'hui, l'état-major général, c'est au-delà, peut-être 10 fois cet effectif-là. Et si nous prenons tout ce monde, y compris les structures d'unités d'appui qui sont à côté, il nous est impossible d'héberger dans ces bâtiments l'ensemble des systèmes, l'ensemble des structures qui composent le commandement de l'État, des forces armées. C'est pour cela que dans la réforme, et vous lisez les textes de la réforme qui sont dans tous les sites publics de l'État, du moins ministère de la Défense et de l'État-major général, les sites sont connus, il suffit de taper fardc.net, vous avez les informations sur l'armée, le fonctionnement de l'armée, les programmes de mise en œuvre des conditions militaires, mais également le plan de réforme de notre armée. Et dans ce plan de réforme de notre armée, sur la feuille de route, vous trouverez qu'il est écrit qu'on devait déplacer le QG de nos forces armées pour un endroit beaucoup plus pliable qui prendrait beaucoup de personnes à la fois. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Je corrige pour l'adresse fardcnet.1000.cd. Voilà. Cette adresse, vous tapez, vous êtes dedans et vous avez toutes les informations en rapport avec votre armée, en rapport avec les opérations militaires, en rapport avec la formation, mais également en rapport avec l'avancement, la gestion au quotidien des ressources. Donc, mon cher confrère, le contexte auquel vous faites allusion n'a rien à voir avec la délocalisation de l'état-major général parce que c'est un processus qui a débuté depuis longtemps. On chemine vers la professionnalisation de notre armée. On estime que dans les bâtiments actuels, dans ce site ici,
il nous est difficile de mettre tout le monde ensemble et de devoir accomplir nos missions constitutionnelles et réglementaires de manière probante. Bon, New York Times va presque dans le même sens que les chefs d'état-major iraient, je ne sais pas moi, au Tiesde, que le ministère irait dans un hôtel. Vous savez, quand on est mal informé, on a le droit de mal raisonner. C'est connu, c'est scientifique. Je n'invente rien en le disant. Quand on est mal informé, on a le droit de mal raisonner. Et quand on veut bien s'informer, on vient à la source. Je vous ai dit, le jour où vous êtes venu à la source, les jours où l'état-major général sera installé au Tiesde, je serai le premier à vous le dire. Mais je vous dis d'emblée que l'état-major n'ira pas au Tiesde. Je vous le dis, parce que ce n'est pas vrai. De la même manière que le ministre n'ira pas là où vous dites. Mais ils seront à d'autres endroits, et ces endroits vous seront communiqués. Mais il est quand même curieux, hein, c'est cela que je voudrais relever ici. Ce ne soit que des Congolais qui vilipendent leur propre armée, ils n'en ont qu'une, la seule, les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes ensemble ici en tant qu'hommes des médias, faisons des statistiques dans la presse écrite, dans l'audiovisuel. Combien de fois par semaine, combien de fois par mois, l'armée est considérée comme un paria. Et pourtant, sur les théâtres de combat, ceux qui nous ont placés 8e armée, meilleure armée en Afrique, ont pris en compte 150 critères. Et parmi ces critères, il y a le professionnalisme. Il y a notre capacité à éradiquer la violence et à neutraliser de manière définitive les groupes armés. Notre capacité à respecter les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires et les règles d'engagement. Vous suivez, en Occident, en Asie du Sud-Est, les armées occidentales qui sont là-bas, il y a parfois des actes répréhensibles, insupportables. Mais ces gens, auteurs de ces actes, sont protégés par leurs États. Mais ici, chez nous, il suffit d'une petite bêtise, faite par un seul individu, peut-être un indiscipliné, ça ne manque pas, c'est toute l'armée qui est vilipendée à cause de la faute ou une erreur commise par un seul soldat. Est-ce normal? Est-ce légitime? Quel jour les médias congolais feront l'éloge des forces armées de la République démocratique du Congo? C'est ainsi que je vous appelle, vous médias, vous êtes des partenaires. Vous êtes ceux avec qui nous travaillons. Aidez-nous à relayer le vrai message. Aidez-nous à dire la vérité. Venez vers nous, nous sommes la source. Venez vers nous, nous vous accompagnerons. Nous vous amènerons là où ça se fait. Vous verrez et vous rendrez compte. Vous ferez la relation de fait. À travers des voyages de presse. À travers des conférences comme celle-ci. Une fois j'ai organisé un voyage de presse ici, tout le monde est venu, j'ai dit, nous allons à l'aéroport, nous prenons l'avion, nous partons, nous revenons. J'avais 60 personnes dans la salle. À l'aéroport, je me suis retrouvé avec 3. Je pose la question, non, on doit nous payer avant de partir. Je dis, pas de problème. J'ai les frais de mission pour tout le monde. J'en ai ici. Mais je paye à l'embarquement. Ah non, non, vous nous amenez dans une zone où on va mourir. Je dis, ben, moi qui pars, si je meurs, moi, ah non, non, là-bas on meurt. Je dis, mais non. Puisque nous partons, nous revenons le même jour. Mais je vous paye quand même pour 5 jours. Et si j'ai $500 par jour, je vous paye 5 jours, vous avez votre argent. Mais allons quand même. Mais il n'y avait que 3. Et ces 3 ont pris l'avion avec moi. Nous sommes rentrés à 21h. Et ils s'étaient étonnés eux-mêmes que les autres aient fui. Voilà. Vous voulez avoir l'information, mais vous ne vous approchez pas de la source, ou vous ne voulez pas aller sur les théâtres, là où ça se passe. Voilà ce que je pouvais dire pour la première série de questions. Il suffit de taper frdc.net, frdcnet.1000.cd. Vous avez tout ce que je dis ici, qui n'est pas un secret. Ce que vous devez savoir, que nos forces armées comptent 156 000 hommes. Des 156, il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont reformés, et le reste sont des effectifs actifs, opérationnels et administratifs. Ça, ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. La deuxième question, évidemment, je dois ajouter à ce sujet que le contribuable congolais nous habille. N'oubliez pas, et j'ai toujours dit, les militaires congolais sont les derniers ouvriers du peuple congolais.
Nous, militaires de FARDC, nous sommes les désirs ouvriers du peuple congolais. À ce titre, c'est le peuple congolais qui nous habille, qui nous équipe et qui nous rémunère. Et nous sommes à son service. C'est le sens de notre serment de travailler jusqu'au sacrifice suprême parce que nous devons nous mourir à sa place. Nous devons nous travailler pour qu'il soit en paix, le peuple congolais, qu'il vive aisément et qu'il tire le bénéfice de toute cette sécurité. C'est ça notre travail. Et ce peuple, et ce peuple-là attend, à travers la redevabilité, attend que nous puissions lui dire ce que vous nous avez donné comme ressources financières et logistiques, voici à quoi ça a servi et comment nous avons travaillé. En ce qui concerne même nos effectifs, n'oubliez pas, chaque fois que nous mettons à la retraite des gens, nous lançons aussi une campagne de recrutement destinée non seulement à renforcer nos effectifs, mais aussi à rajeunir nos rangs. N'oubliez pas, vous avez vu, il y a l'année passée et en début de cette année, la plus haute autorité du pays, au commandant suprême, a présidé au mémorial des soldats inconnus la cérémonie des paiements des allocations de fin de carrière d'un certain nombre d'officiers généraux et subalternes. Deuxièmement, cette année également, on a procédé à la même symbolique. Et donc, 4 mois après ces actes, vous avez suivi au niveau des radios et télévisions, des chaînes partenaires qui sont ici, ont commencé à lancer des messages de recrutement. On a même mis l'accent sur le recrutement de jeunes femmes, jeunes filles, répondant évidemment aux critères bien précis pour respecter le genre au sein de notre armée. Et ça se fait. Et ces messages continuent à passer jusqu'à aujourd'hui. La deuxième question, c'est un budget, c'est par rapport aux travaux. Un site, 9 ans ou 11 ans après, on n'a pas un site bien précis et les travaux n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? J'ai parlé d'un processus, j'ai parlé d'une décision, j'ai parlé de la réforme. Et dans la réforme, rien n'est fait au hasard. La différence entre l'armée et les entreprises civiles ou les organisations civiles, c'est la planification stratégique. Quand il est dit que dans 12 ans ou dans 8 ans, l'armée doit avoir atteint tel objectif et les ressources y afférentes sont disponibilisées, dans le délai précis imparti, cet objectif sera atteint quoi qu'il en coûte. Au niveau de l'armée, vous savez que notre réforme va jusqu'en 2025. Et ça, vous le savez, ce n'est pas un secret aussi. À moins que vous le découvriez aujourd'hui, il est dit, d'ici là, nous devons avoir accompli telle chose pour la force terrestre, telle autre pour la force navale, telle autre pour le service de communication et d'information des forces armées. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle structure au sein de l'armée. Nous devons avoir notre état-major, notre quartier général, en dehors du commandement de l'état-major. Et là, je peux vous donner des précisions. À côté de l'ISIPA, vous voyez, il y a des tentes, mais il y a également des conteneurs qu'on est en train de construire. La prochaine fois qu'on vous invitera, peut-être pour le point de presse, ce sera là-bas, sur le site du service de communication d'information des forces armées. On est en train de construire maintenant là-bas. Et donc, là sera notre quartier général, différent du quartier général des forces armées, du grand quartier général. Là, ce sera le quartier général de communication, mais le grand quartier est fonction aussi de la planification, et c'est un grand endroit, un grand immeuble, un grand quartier général devant prendre tous les services qui soutiennent le commandement des forces armées. Donc, les travaux vont commencer bientôt. Madame, je vous inviterai à peut-être visiter, mais aussi nous accompagner durant les travaux et vous rendrez compte dans vos propres termes.